Bonjour à tous, aujourd'hui, tranche de vie. Tranche de vie sur mon séjour au Zimbabwe. Alors, lorsqu'en 1995, j'ai repris le développement des affaires en Afrique, l'un des disons, le centre d'opération pour le sud de la partie sud du continent africain était au Zimbabwe, car il y avait un Hollandais qui, Wim, qui habitait et qui, depuis là-bas, sillonnait tous les pays voisins parce que Oracle avait des clients, notamment en Zambie, qui était un assez gros client, c'était les mines de cuivre de Zambie que j'ai pu visiter. Et puis de là, il sillonnait sur l'île Maurice. L'Afrique du Sud était gérée comme un pays à part, parce que c'est un gros pays. Et donc, le centre d'opération qu'on a mis en place était en Côte d'Ivoire pour l'Afrique francophone et lusophone et la partie anglophone de l'Afrique, depuis le Zimbabwe. Et puis plus tard, on a mis le Kenya également. Mais enfin, de là, on touchait tous les pays. Et à cette époque, donc en 95-96, quand j'ai commencé à bosser en Afrique, le Zimbabwe était un pays intéressant, on va dire. Alors, rapidement, hein, l'histoire du Zimbabwe, elle est comme ça. Lorsque Cecil Rhodes, qui avait beaucoup avancé la cause anglaise en Afrique du Sud, qui, je vous le rappelle, était une colonie hollandaise, du Cap, et qui l'a étendue sur l'ensemble du territoire, est arrivé à la fin du 19e siècle aux confins du fleuve Limpopo, qui faisait la différence entre l'Afrique du Sud et les territoires qui allaient devenir la Rhodésie. Eh bien, Cecil Rhodes et sa société, donc c'était une entreprise commerciale, sont arrivés dans ce qui est aujourd'hui le Zimbabwe, donc dans ces territoires au nord du Limpopo, qui étaient en dehors de la juridiction britannique, qui, je vous rappelle, à cette époque était en conflit avec les Boers, avec les habitants originels d'Afrique du Sud qui avaient quitté la région du Cap pour aller par le Grand Trek, comme ils l'ont appelé, dans la région de Gauteng, comme on l'appelle depuis, à moins qu'ils changent de nouveau le nom en l'appelant Mandela Land ou je ne sais pas quoi. Et toutes ces régions étaient vides. Hein. L'Afrique du Sud était quasiment vide. Il n'y avait pas d'Africains, il n'y avait pas d'autochtones. Il y avait quelques peuples nomades. Et les peuples bantous sont arrivés simultanément, ont colonisé cette région tout autant et au même moment que les Européens. Et ont généralement, même d'ailleurs, massacré les populations nomades, essentiellement les San, qui étaient dans ces régions, et les Xhosa. Bref, c'est pas l'idée de faire une exégèse des populations d'Afrique du Sud, mais au nord du Limpopo, donc, Rhodes est allé voir le chef de la tribu, pas que je me gourre, il y en a deux, il y a les Ndebele et il y a les... Euh, l'autre grande tribu, c'est les... Voilà. Et tout d'un coup, j'ai un doute sur quelle est l'ethnie dominante, mais en gros, ils sont allés voir l'ethnie dominante en disant, écoutez, on aimerait bien acheter de la terre. Et en gros, le chef africain, le roi des Bélés, il a dit, mais qu'est-ce que vous en avez à foutre de la terre de toute façon, la terre, on l'utilise pas, ça nous sert que pour les troupeaux. Et les Européens ont dit, non, mais on aimerait bien acheter de la terre pour faire de l'agriculture. Et le mec a dit, bon ok, je vous en vends une partie. Et les mecs ont acheté de la terre et ils ont payé le roi africain, ils ont acheté de la terre. Et évidemment, les Européens, avec le savoir-faire particulier des Hollandais qui savaient travailler l'eau, qui savaient amener... Oh, il y a un truc qui est tombé. Je vais aller voir. Un empilement de choses instables qui a fini comme il devait finir, mais rien de grave. Et donc, les Hollandais, avec leur savoir-faire hérité des polders, ont transformé cette terre aride, non pas très fertile, de savane, en terre agricole extrêmement fertile. Et il y a même eu un tout petit peu d'extraction minière qui s'est mise en place. Bref, avec les années, c'est un pays qui a vu sa population blanche, beaucoup d'Irlandais, beaucoup d'Écossais, quelques Britanniques qui se sont installés, quelques Français aussi. Et dans la mode de la décolonisation après la Deuxième Guerre mondiale, le pays s'est scindé en deux, la Rhodésie du Nord et la Rhodésie.
Et Rhodésie du Nord, qui a eu son indépendance, très bien, dans le mouvement des indépendances d'après-guerre. Mais la Rhodésie du Sud, elle, n'a pas voulu, puisque la population blanche s'est dit, mais nous, on n'a pas besoin d'indépendance, enfin, on veut bien être indépendant, on veut s'appeler la Rhodésie, mais c'est quoi ces histoires de marxisme, etc. Et un des représentants enfin, un Shona, donc, a étudié en Angleterre, dans une université, et là, on se mesure à quel point le marxisme avait déjà infiltré les universités européennes depuis les années 20. Eh bien, cet homme, Robert Mugabe, est revenu avec plein d'idées à la con, typiquement dans l'esprit marxiste décolonial, et en gros a mené avec d'autres des guerres de guérilla, et ils se sont fait rétamer par les Blancs qui étaient super bien organisés, mais sous la pression internationale et évidemment les embargos divers et variés, puisqu'il n'y avait que l'Afrique du Sud qui soutenait la Rhodésie, et la Rhodésie eh bien, faisait face à des guérilleros venant du Mozambique, de la Zambie, donc l'ancienne Rhodésie du Nord, et tous ces guérilleros étaient soutenus par la Chine notamment, mais surtout la Corée du Nord, et indirectement l'Union soviétique aussi. Donc, au bout d'un moment, il y avait une difficulté. Une grande partie des Africains, on va dire des Noirs habitant en Rhodésie, étaient parfaitement contents du régime. Ce n'est pas du tout un régime, c'est même pas un apartheid à l'Afrique du Sud. C'était simplement des gens qui travaillaient en tant qu'employés dans les fermes des Blancs, ou qui avaient leurs entreprises, ou qui avaient leurs affaires. Ce n'était pas du tout un pays raciste, ni un pays ségrégationné, hein, pas du tout. Mais clairement, le système gouvernemental était géré par les Blancs, par les Rhodésiens. Bref, lorsque les accords de Lincoln, sauf erreur, mais je me souviens plus très bien, en 1982, ont obligé le pays à avoir une démocratie, et bien évidemment, un homme, une voix ont fait que les Shona sont devenus majoritaires, les Blancs sont devenus minoritaires et une partie sont partis, ont quitté le pays pour l'Afrique du Sud et certains pour l'Angleterre. Des gens très compétents, hein, des gens très, très efficaces. Et puis, petit à petit, le régime marxiste s'est mis en place et a massacré d'ailleurs beaucoup de Ndébélé, donc l'autre ethnie minoritaire, qui eux soutenaient plutôt une approche beaucoup plus apaisée finalement avec les Blancs qui leur avaient rien fait, donc ça allait très bien. Mais ce ressentiment marxiste typique en disant « Ah, on est pauvre parce qu'on nous a volé nos terres », il n'y a personne qui a volé personne, hein. Et nous on est pauvres, eux ils sont riches, c'est parce qu'ils nous exploitent, alors qu'en fait c'est parce qu'ils bossent et ils savent travailler. Bref, ils ont voulu faire ce qu'ils appellent des réformes agraires, c'est-à-dire du vol de terre aux ceux qui bossent pour le donner à ceux qui foutent rien. Moralité, le Zimbabwe a eu, dans la fin des années 80, une première grande crise économique du fait qu'ils n'arrivaient plus à faire fonctionner et que les terres n'avaient plus de rendement puisqu'elles étaient plus gérées par des gens compétents. Moi, je suis arrivé en 96 où le pays s'était un peu repris parce que finalement le régime avait lâché du lest et où la présidence Mugabe avait dit bon, finalement, on va plus confisquer des terres, on va juste utiliser la rhétorique pour maintenir la population dans son esclavage et sa servitude soumise. Et je suis arrivé parce qu'il y avait quelques clients, mais c'est surtout parce que c'était le coin où on allait mettre en place nos stratégies de vente pour les pays comme le Botswana, plus loin, puis au nord le Kenya, évidemment le Malawi, Maurice et autres. Parce que Harare était une ville, donc la capitale du Zimbabwe, était une ville assez bien desservie, assez bien connectée au reste de l'Afrique. La compagnie aérienne Zimbabwe Airlines a été un petit peu à éviter, mais enfin, le reste allait bien. Le reste allait bien, et finalement, c'était une période assez paisible, donc on s'est dit, on va monter un petit bureau, donc on a embauché 4 ou 5 spécialistes, un commercial, un ingénieur technique sur les logiciels, et puis un ou deux consultants qui pouvaient aider les clients à installer les produits. Et ça a commencé à fonctionner. Donc moi, je suis arrivé en fin 96 pour m'installer au Zimbabwe pendant quelques temps. Et au début, on ne savait pas combien de temps ça allait être nécessaire. Donc l'idée était de
de donner un coup de boost aux opérations du pays, mais surtout de sillonner donc la région qui allait jusqu'à l'Éthiopie en fait. Et de là, je prenais souvent l'avion. Donc au début, on s'est dit, bon, j'ai qu'à me poser à l'hôtel, et de toute façon, je repars assez fréquemment. Et je me suis installé à l'hôtel Mikkels, qui est un 5 étoiles au centre-ville de Harare, absolument fantastique, on mange bien, c'est un très bel hôtel, de style colonial, avec vraiment un luxe comme le savaient le faire les Britanniques, très sympa, et qui était l'hôtel fréquenté par les hôtesses Air France, pas que, aussi d'autres compagnies aériennes, mais il y avait un vol peut-être pas quotidien, je crois que c'était tous les 2 jours entre Paris et Harare. Il faut savoir que depuis Harare, par ces bonnes connexions, vous pouvez aller dans des pays plus petits, mais aussi aller à ce grand lieu touristique, en tout cas à l'époque, qui est Victoria Falls, qui est absolument magnifique, qu'il faut pouvoir avoir vu une fois dans sa vie si on peut voyager, et qui est une des merveilles de la nature. Et puis bien sûr, autour, il y a pas mal de réserves euh, dans le nord, notamment d'animaux sauvages. Alors c'est pas aussi grand et aussi beau que dans Tanzanie ou le Kenya, mais c'est quand même intéressant du fait qu'il n'y a pas beaucoup de touristes. Et puis il y a le lac Kariba, qui est un lac artificiel avec des barrages, qui a été fait par un grand barrage hydroélectrique, sur lequel on peut aller faire une croisière, pêcher, pas trop se baigner parce qu'il y a des crocodiles, mais enfin, des gros crocodiles, hein, c'est des maous hein, là-bas, c'est pas l'alligator qui va vous picoter la main ou le pied, là il vous bouffe en entier, hein, c'est du crocodile du Nil, c'est du costaud. J'en ai vu bouffer des poulets dans des endroits où ils sont dans un enclos. La vache, ça peut sauter haut ces conneries. Et ça court hein, sur Terre. C'est pas. Bref, faut pas, faut pas aller les chatouiller. Faut respecter la bête. Bref, donc depuis là, j'ai commencé à pas mal sillonner le pays. Et puis ensuite, parce que on s'est dit, mais finalement, pourquoi être à l'hôtel, puis je savais pas quoi foutre avec mes valises. Et puis j'avais un vélo, donc parce que j'aimais bien aller à vélo autour de la ville. C'est un paysage magnifique, le Zimbabwe. Il fait pas très chaud, c'est un haut plateau, donc il fait agréable la journée. Bon, le soleil, il tape, hein, faut se protéger. Mais en revanche, il fait pas si chaud, et donc c'est une température absolument fantastique pour se balader. Donc je faisais du VTT à travers le pays tous les week-ends, etc. J'adorais ça. Et puis, bien sûr, donc j'ai déménagé dans une sorte de bungalow, dans une maison, dans un domaine qui s'appelait. Alors ça me reviendra, mais peu importe. Et qui était où tu avais une chambre sympathique, et puis tu pouvais laisser tes affaires et partir, revenir, etc. Tu payais au mois, et c'était tout à fait bien. Elle était tenue par deux gentlemen très, très sympathiques, deux homosexuels. Et il faut savoir que l'homosexualité était illégale au Zimbabwe, non pas à cause des Rhodésiens, mais à cause des Africains qui disaient l'homosexualité c'est un truc d'Européens, c'est pas un truc d'Africains, ça n'existe pas chez nous, bien sûr. Et en fait, c'est à cause des homosexuels européens qu'il y a du sida en Afrique. C'est pas du tout les rapports hétérosexuels euh, avec très grande promiscuité des Africains, pas du tout. Bref, donc ils étaient stigmatisés, c'était illégal. Et d'ailleurs, nos concurrents numéro un, c'était Sybase à l'époque, était tenu par aussi deux homosexuels. Et à n'importe quel moment, on aurait pu dire aux autorités, vous voyez, nos concurrents là, c'est des homosexuels, donc achetez chez nous, et en plus, vous pouvez les persécuter, vous pouvez les virer du pays, vous pouvez les mettre en prison. C'était vraiment méchamment puni. Évidemment, jamais on n'aurait fait une chose pareille, parce que ça ne se fait pas, et parce que dans la culture européenne, on respecte l'intimité des gens. Au pire, on s'en moque un peu, on plaisante un peu, mais jamais on va aller dans des trucs sérieux. Et enfin, moi, je trouve que ça se fait pas. Tu respectes la vie privée des gens. Les gens font ce qu'ils veulent dans leur maison et dans leur vie privée. Et avec leurs tuyaux. Et en tout cas, donc ils étaient fort charmants. Des gens avec beaucoup de classe, avec un goût pour l'intérieur et le service. Donc on était servi très correctement. Il y avait un cuisinier qui pouvait nous faire à manger à toute heure si on le souhaitait. Alors on n'abusait évidemment pas de ce. Quand je dis on, en fait, moi et d'autres hôtes qui étaient dans cet endroit. Mais je suis resté plusieurs mois qui étaient dans d'autres bungalows, dans cette résidence. Il y avait une piscine, mais l'eau était froide parce qu'il fait froid la nuit. Et bref, c'était un séjour vraiment agréable. Et de là, j'ai sillonné. Alors, ce qui était intéressant, c'était que donc c'est une dictature.
Et donc j'ai vécu dans ce pays qui est une dictature avant la phase terminale de suicide par incompétence des dirigeants. C'est-à-dire que le, le pays, puisqu'il allait bien, puisqu'on n'expulsait plus les fermiers et que finalement il y avait à peu près 100-150 000 blancs qui habitaient encore dans le pays, plutôt dans des zones un peu protégées, non pas par crainte de violence, mais parce qu'ils avaient envie de vivre entre eux. Les gens ne se mélangent pas hein, en Afrique, ça se fait pas trop. Et puis en plus, chez les Britanniques, en tout cas chez les Rhodésiens et les Zimbabwéens, il n'y a pas peut-être ce côté un peu francophone qu'on retrouve en Afrique de l'Ouest, comme au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, où les blancs et les noirs, enfin surtout les hommes blancs et les femmes noires, euh, aiment bien fricoter ensemble et avoir des rapports sexuels, voire des relations à longue durée ensemble. Là, ça se fait pas. Est-ce que c'est un racisme fondamental ou est-ce que c'est une profonde volonté de rester chacun chez soi, ou alors c'est parce que les Africains de l'Ouest sont plutôt des êtres humains assez jolis, alors que les Africains du Sud et les Africains du Sud, enfin du Sud de l'Afrique en général, c'est pas les mêmes ethnies et ils sont un peu trapus, un peu petits, avec chacun ses goûts quoi. Bref, donc je pense que les blancs, surtout beaucoup sont hollandais, ils sont grands, ils sont élancés, les yeux bleus, ils sont blonds, enfin ils sont bien finis quoi. Là, il y a un peu genre 100 000 ans de différence quoi. Donc dans l'évolution, ça marque quoi. Donc il n'y avait pas beaucoup de mélange, donc chacun restait chez soi. Une grosse tendance à la picole hein, chez les blancs au Zimbabwe, une grosse tendance à l'alcool. Moi qui bois pas beaucoup, ou même pas du tout, je trouvais ça un peu pénible parce que ça faisait des trucs qui traînaient, les gens commençaient jamais avant 10h du matin, ils traînaient au restaurant pendant des heures, ensuite à 5h du soir on se retrouvait, mais enfin c'est comme, on se retrouvait au bar, il y a des clubs, des bars privés, des clubs, y compris des clubs interdits aux femmes, c'est marrant. Eh bien, c'est insupportable pour moi, qui ne suis pas de cette culture, mais il faut avouer que c'est là où se faisaient les affaires, parce que ben, les entreprises privées étant essentiellement tenues par des blancs, parce que c'est eux qui ont bossé pour les monter, c'est à eux que tu essayes de vendre, et ben donc si tu vas pas picoler avec eux, tu vas pas vendre. Et donc, ils arrivaient à vendre, et nos commerciaux étaient très très bons. Et puis à partir de 98, c'est parti en tilt, parce que en gros le gouvernement, Mugabe, le dictateur, a en gros décidé que bon bah maintenant il fallait si les choses allaient pas assez bien, c'est parce que les blancs étaient terribles, ils gardaient tout, tout est leur faute, les noirs étaient opprimés, ça va pas. Je veux dire, il y avait 4 millions, 5 millions de noirs et 100 000 blancs, mais c'était les blancs qui opprimaient les noirs. Ça n'allait pas, il faut qu'il y ait fait de la justice sociale. Dès que vous entendez justice sociale, vous fuyez ou vous sortez votre flingue, hein. C'est l'un ou l'autre. Mais là, il a commencé à dire ça va pas, le pays n'est pas assez riche, les prix ne cessent d'augmenter, notamment de la nourriture, donc on va fixer les prix. Et je me souviens d'un ami, un Américain, qui habitait au Zimbabwe, qui était le correspondant de The Economist et du Financial Times sur place, qui dans la conférence de presse de Mugabe à laquelle il assistait, quand le gouvernement a annoncé qu'ils allaient fixer les prix de la nourriture, hein, donc en disant, voilà, le kilo de farine, alors c'est pas de la farine là-bas, c'est du maïs, c'est une sorte de farine de maïs qui permet de faire le plat principal ce qu'ils appelaient les mini-meals. Euh, le plat principal de la plupart des Africains, on a dit on va fixer les prix. Comme ça, il n'y a plus d'inflation. Comme ça, vous pouvez tous vous le permettre. Évidemment, ce que ça fait de fixer les prix, c'est créer la pénurie, puisque les prix montent pour une bonne raison. C'est parce qu'il y a soit des coûts qui augmentent dans la fabrication, soit l'importation devient plus difficile, ou simplement, bah voilà, il y a moins de produits, donc les prix montent parce qu'il y a une rareté. Et si toi tu fixes les prix, bah, il n'y aura plus de produits sur le marché. Ça va se vendre au marché noir. Et donc les gens vont crever de faim. Et donc le type s'est levé dans la conférence, donc c'est un journaliste, et il dit vous n'avez aucune idée de ce que vous venez de faire, vous venez de condamner votre pays à la famine, ça va être la catastrophe, etc. Bon, le lendemain il était dans l'avion, il est parti. Ben, tu veux pas finir dans les chambres à torture où les mecs ont appris à torturer ils ont été formés par les Coréens du Nord. Et le Coréen du Nord, c'est un Asiatique qui sait torturer les gens. Bref, donc le mec il s'est barré et nous on s'est dit bon on va avoir un plan pour faire une copie de tout ce qu'on est capable de faire et le gérer ailleurs. Donc on a commencé à développer
nos opérations depuis surtout le Kenya, depuis Nairobi. Donc, euh, moi, donc, je suis resté fin 96, une grande partie de 97, et ensuite, et ensuite je suis parti, je revenais évidemment très fréquemment, peut-être une fois tous les 2 mois, je revenais au Zimbabwe. Et donc, j'ai vu que c'est parti en couille. Il n'y avait plus de bouffe parce que les prix étaient fixés. Le début de l'hyperinflation a commencé. Alors, ils sont partis. Alors, après, en 2000, 2001, 2002, j'ai suivi ça de loin parce que je ne m'occupe plus de cette région. Ça a été complètement n'importe quoi. C'est parti dans des inflations de. En gros, les prix doublaient tous les jours. Donc, vous vous rendez compte la catastrophe. Et donc, je suis parti donc à la fin de cette période-là, à la fin de 98, et le pays est parti en couille, et les Blancs sont partis, les fermiers blancs ont pris leurs affaires, sont partis en Afrique du Sud ou en Angleterre ou ailleurs, et le pays a sombré dans la catastrophe jusqu'au point où en fait il n'y a plus rien qui fonctionnait, il n'y avait évidemment plus de tourisme, et l'économie locale est simplement morte, quoi. Et qui c'est qui souffre dans ces cas-là? Eh bien c'est la population, parce que ceux qui avaient un peu d'argent sont partis, et qui donc avait du savoir-faire, etc. Et je me souviens que en 2001-2002, je lisais dans la presse que le gouvernement du Zimbabwe disait non, 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 mais on va rendre la terre aux Blancs parce que, voilà, on sait. Enfin, en gros, ils n'osaient pas avouer qu'ils étaient incompétents, qu'ils ne savaient pas faire, puis que les gens, ils s'en foutent. Et puis, à partir du moment où ils ont à manger du jour au lendemain, ils ne réfléchissent pas à demain. Or, dans une ferme, tu dois réfléchir plusieurs saisons, plusieurs années à l'avance. C'est un truc. Voilà, il faut un état d'esprit spécial, il faut être un peu angoissé. C'est pas le cas des mecs là-bas. Et qu'il demandait, il était prêt à payer à prix d'or pour que des Européens puissent revenir pour faire fonctionner les centrales hydroélectriques qui étaient en train de planter. Donc le pays était en train de profondément s'enfoncer dans le noir à tous les sens du terme. Il n'y avait plus rien qui marchait. Et ce qui était triste, c'est que nous, on travaillait beaucoup avec des Africains, avec des Zimbabwéens qui étaient des gens parfaitement. Ils avaient leurs compétences, ils étaient à leur bon niveau, ils faisaient leur boulot, mais ils étaient parfaitement conscients de la débilité du système. Et ils disaient, mais c'est parce que cette idéologie marxiste, en fait, n'est qu'un prétexte pour pouvoir prendre le pouvoir, pour qu'une clique de voyous prenne le pouvoir. Et ils utilisent des rhétoriques que les gens débiles, auxquelles les gens débiles croient, en disant, ah oui, justice sociale, redistribution des terres, machin, ouais, ouais, ouais. Ça fait des bonnes intentions, tu parles, c'est que pour de la démagogie. Alors déjà, chez les Européens, il y a beaucoup de gogoles qui croient à ces conneries. Alors t'imagines en Afrique, les mecs, tu leur dis, je vais te donner du fric gratos. Le mec, il dit, bah ouais, ok. Mais il n'y a personne qui se pose la question. Déjà en Europe, ça a pris hein, le marxisme. C'est une vraie saloperie de démagogie. Parce que sur le papier, tu te dis, ouais, mais si chacun un peu plus, et puis si on réduit les écarts, et que bah, les gens... Non, ça marche pas comme ça. C'est parce qu'il y a des écarts, qu'il y a des gens qui ont de l'innovation, qui font des trucs, qui sont motivés à gagner plus pour... Et lorsqu'il y a de l'abus de pouvoir, c'est souvent des gens qui ont du fric qui achètent l'État pour mettre des lois qui les arrangent. Donc en fait, c'est l'État le problème. C'est pas le système inégalitaire. Le système inégalitaire, il est dans la nature. Vous et moi, on n'est pas égaux, on bosse différemment, on a des idées différentes, on gagne de l'argent différemment, et ainsi on séduit des nanas différentes qui nous plaisent plus, moins, on achète des trucs qui nous plaisent. C'est ça le génie du libéralisme qui a fonctionné pendant 2 siècles et qui est en train d'être éliminé par la jalousie, la petitesse et le ressenti des esclaves manipulés par des petites élites avides et ivres de pouvoir, qui amènent le système à s'effondrer à chaque fois. À chaque fois que ça fonctionne. Ça ne fonctionne ni en Asie, ni en Afrique, ni en Amérique du Sud, ni en Amérique du Nord, ni en Europe, ni en Russie. Ça ne fonctionne jamais. Et c'est à chaque fois des milliers de morts, des désespoirs terribles, des vies gâchées, des systèmes détruits, et ça ne fonctionnera jamais, jamais, jamais. Bref, donc après ce séjour, il y avait aussi, j'ai des bons souvenirs, par exemple, d'être allé travailler à l'est du pays, ce qu'ils appellent les Highlands, qui sont donc par rapport à ces hauts plateaux, c'est des montagnes moyennes, hein, mais dans ces montagnes, il y a beaucoup de forêts, notamment de sapins, et il y a donc des immenses entreprises de foresterie. Je crois que j'avais raconté cette histoire dans ma série de vidéos sur l'Afrique, que vous pouvez retrouver il y a peut-être une dizaine d'années.
et qui racontent un petit peu mes péripéties en Afrique, mais pas particulièrement du Zimbabwe. Et donc, dans ces grandes exploitations forestières, il y a des centaines de milliers d'employés qui coupent les arbres, qui les travaillent pour en faire des meubles, des planches, etc. Et qui les exportaient parce que le prix était bon marché. Mais avec déjà l'embargo qu'il y a eu dans les années 70, c'était des industries qui n'avaient pas pu se moderniser. Et puis, donc, nous, on apportait une modernisation sous forme d'automatisation des fiches de paie, de la comptabilité, etc. Et de la gestion du personnel, parce que quand tu es, je sais pas, ils avaient 30 000 employés, c'est un truc assez fou. Et ne serait-ce que, par exemple, les morts du sida, ça représentait quelques dizaines d'employés par jour. Et donc, il faut gérer le bonus, alors, je ne sais pas comment ils appelaient ça, mais ils avaient une prime pour décès en cas d'accident, en cas de maladie, en cas de truc pour les veuves, pour les machins. Puis, il faut s'imaginer, les gens là-bas, ils n'ont pas une adresse postale, on ne peut pas leur envoyer un chèque par courrier ou un versement bancaire, c'est encore plus délirant, il n'y a pas. Donc, il faut tenir à compte, et j'avais vu que leur gestion était sur des bouts de papier punaisé au mur où disait ben voilà, machin on lui doit 4 dollars, machin on lui doit 3 dollars et demi, lui il a eu une absence non je sais pas, pendant 2 semaines il est pas venu, on sait pas pourquoi, lui non plus il sait pas pourquoi, donc on doit lui retirer ça de sa paye, mais enfin on veut bien le reprendre, donc maintenant voilà. Et puis tout ça sur du papier, c'était un truc de dingue, je sais pas comment ils faisaient. Et donc on amenait des solutions pour automatiser tout ça. Évidemment, ça demandait un petit investissement initial, mais on arrivait à expliquer qu'à long terme, c'était vachement plus rentable. Et avec la crise de 98, je pense que toutes ces entreprises ont fait faillite, donc ça a dû être un chômage monstrueux. Donc en fait, le socialisme, au lieu d'amener la prospérité, pour un temps, il donne l'espoir aux gens de recevoir du pognon gratos, ce qui généralement est fait, mais très vite, ça finit par la désignation d'un bouc émissaire qui est généralement celui qui est productif et qui s'en va, et la destruction de l'économie par des règles économiques débiles et par le fait d'avoir chassé les gens qui bossent. Voilà. Alors c'est très rapide au Zimbabwe, ça a mis 20 ans d'avoir détruit un pays magnifique par le socialisme, même allez, 30 ans, je suis gentil, par le socialisme du système, mis en place par ces voyous et ces terroristes qui ont pris le pouvoir, alors qu'il n'y avait pas de souci en fait. Et dans des pays plus riches comme la France, il aura fallu un siècle. Et puis dans l'Union soviétique, c'était 70 ans. Bref, j'exagère en France, c'est 50 ans. Mais là, on arrive au bout, on arrive au moment de l'effondrement. Et puis au Canada, ça prendra encore 10 ans avant que le système socialiste les détruise entièrement. Et les États-Unis commencent maintenant. Donc, comme c'est un pays riche, mais comme c'est un pays de starbé, ça va peut-être aller très vite. Donc, on ne sait pas. Révolution contre révolution, et puis quand il y a différentes ethnies, ça fout le bordel, etc. Donc, expérience extraordinaire au Zimbabwe. Moi, j'ai beaucoup aimé ce pays. D'abord, c'est des gens gentils. Et ça, je l'ai toujours dit partout en Afrique. Quand c'est bien tenu et quand les règles sont claires et que c'est libre, ou relativement libre, les gens sont très gentils. Et quand il n'y a pas d'idéologie à la con qui vient péter le truc, j'ai rencontré des Africains riches comme des Africains pauvres, et ils étaient tous aimables. J'ai rencontré des Africains évidemment sans aucune éducation, mais aussi des Africains éduqués mais non marxistes, et c'était des gens adorables, parfaitement cultivés, parfaitement capables. Il y avait des ingénieurs africains du Zimbabwe, des noirs, des gestionnaires, des comptables, tout ce qu'on veut. Et c'était des gens voilà, qui étaient parfaitement capables de faire les tâches qui leur étaient demandées ou qu'ils entreprenaient par eux-mêmes. Et ça peut très très bien se passer. L'Afrique, à sa manière, dans sa culture, quand je parle d'Afrique, évidemment, vous comprenez, je parle des différents peuples, des différentes nations en Afrique, c'est un immense continent, évidemment. Eh bien, ils peuvent se développer par eux-mêmes de manière... avec la culture de leur tradition, en fonction de leurs ethnies. Souvent, ça mériterait des royaumes au lieu d'avoir des pays bizarres, un refaçonnement des frontières, et ce sont des pays qui pourraient se développer à leur manière, sans avoir des trains électriques magnétiques à la chinoise, sans avoir des oiseaux en acier qui volent dans le ciel. Il n'y a pas besoin de ça. Ça, on peut faire nous. On peut être payé par eux pour le faire. Mais eux peuvent travailler leurs terres, travailler leurs ressources, travailler leurs trucs à leur manière. Puis de temps en temps, ils nous les vendent. Et ils restent chez eux. Parce que chez nous, ça va mal se passer.
C'est-à-dire que c'est très compliqué pour quelqu'un. Alors, il y a des réussites, il y a des exemples de réussite, mais c'est très compliqué pour un Africain de vivre ailleurs qu'en Afrique. Et c'est très compliqué pour un Européen de vivre en Afrique aussi. Donc, il y a un moment où, voilà, si on se respecte mutuellement et qu'on s'estime mutuellement pour chacun avoir son développement séparé, ça peut fonctionner. Mais il ne faut pas amener des idées à la con. Il ne faut pas amener des manières de faire qui ne correspondent pas au pays. Et inversement, il ne faut pas amener des gens qui travaillent d'une autre manière et qui voient la vie d'une autre manière. Il faut rester le plus... Après, il y a des échanges qui peuvent se faire de manière ponctuelle et rare. Mais bref. Donc le Zimbabwe est un pays magnifique. J'ai assisté à une période de calme entre des périodes d'effondrement et la période d'effondrement qui a commencé en 98. Ça a été violent, hein. Il y a des gens qui se tuaient dans la rue, etc. Je pense que sur les 150 000 blancs qu'il y avait encore à l'époque, peut-être j'ai une connerie, c'était plus, hein, mais je crois me souvenir que c'était 150 000, les 2 tiers sont partis. Et surtout en Afrique du Sud, où le même processus est en train de se mettre en place, plus lentement, parce que c'est plus compliqué, il y a plus d'ethnies, il y a beaucoup plus d'ethnies noires en Afrique du Sud maintenant, et donc il y a des jeux d'alliance qui font que c'est pas juste le massacre pur et simple des Blancs, ça peut prendre un peu plus de temps, mais la confiscation des terres a commencé, il y a de la criminalité évidemment atroce, ce qui n'était pas vrai au Zimbabwe. Au Zimbabwe, il y avait une criminalité, mais elle n'était pas très forte, parce que c'est pas les mêmes peuples. Les Shona, ou peut-être certainement les Ndébélé, ce sont des peuples. Alors, Bernard Lugan, je parle sous votre contrôle, mais moi j'ai eu l'impression que ce sont des peuples relativement pacifiques, surtout les Ndébélé, et que les Shona, s'ils sont pas amenés par l'idéologie à devenir foufou, c'est pas des guerriers non plus. Enfin, c'est pas des gens énervés. Donc voilà, il y a des choses à faire dans ce pays, et c'est un très très beau pays, mais bon voilà, ça a été géré par des marxistes, donc évidemment. Je suis curieux de voir qui parmi les blancs qui habitaient en Rhodésie, et quelle est leur origine, quel est leur profil, quel est leur background, qui a aidé la guérilla marxiste, qui a aidé à mettre en place les gouvernements de Robert Mugabe, qui est mort il y a quelques années, qui a été, alors la presse disait, le dirigeant africain qui est resté au pouvoir le plus longtemps, qui a été élu le plus de fois. C'est un dictateur. Putain, la presse occidentale est marxiste aussi. Donc je suis curieux de voir, et qui soutenait la décolonisation, etc. Je suis curieux de voir quels sont les liens entre les marxistes d'Afrique du Sud, les marxistes de Rhodésie, et si c'est pas en fait des blancs, enfin des blancs, si c'est pas enfin je serais curieux de voir qui a manigancé les révoltes marxistes de tous ces peuples africains. Et je pense que la réponse, c'est que ça se trouve en Union soviétique, et qu'à l'époque de la guerre froide, c'était une technique des bolcheviks d'utiliser tout ce qui pouvait foutre le bordel en Occident. Malheureusement, ce mal, après la fin de l'Union soviétique, il est resté. Donc ce virus tourne toujours dans les universités, dans les médias, dans les écoles maintenant, dans tout. Et ce virus détruira tout aussi assurément l'Occident, et est en train d'achever de le faire, qu'il a détruit pendant longtemps la Chine, l'Afrique, l'Amérique latine. C'est comme ça. Préparez-vous à ce virus-là aussi. À très bientôt.